Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Bluecast, un podcast créé avec des étudiants pour les étudiants. Je suis Eva et pour ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Monsieur Pierre Jadoul, député fédéral à la Chambre des représentants. Bonjour. Bonjour Monsieur Jadoul. Pour vous présenter rapidement à ceux qui ne vous connaissent pas encore, Monsieur Jadoul, vous êtes avocat, député fédéral, mais vous avez aussi été membre du Conseil supérieur de la justice, professeur, puis doyen d'une faculté de droit, avant de devenir recteur de l'Université Saint-Louis-Bruxelles. En repensant à votre parcours, qu'est-ce qui vous a le plus surpris en passant du monde de l'enseignement à celui de la politique ? Mais disons que ça n'a pas grand-chose à voir, surtout dans les fonctions que j'ai assumées ou que j'assume aujourd'hui. Donc au niveau de l'université, j'avais un rôle de pilotage et de responsabilité majeur. Donc c'est très différent de devoir mener une équipe, de devoir mener une institution dans un contexte politique qui est quand même compliqué, notamment en termes de financement. Mais donc je ne vais pas faire un couplet sur le financement des universités. Par rapport au monde politique où effectivement, lorsqu'on est député fédéral dans un parti de la majorité a fortiori, il y a une certaine discipline qui s'impose. Alors je ne dis pas que j'ai du mal à passer le cap, je dirais, du pilotage à la participation à un projet commun, mais c'est clair que c'est très différent. Et au vu de ces différentes expériences, est-ce que vous voyez un fil conducteur ou une cohérence entre ces expériences professionnelles ? Mais moi, ce qui me motive, c'est l'intérêt général. Donc, je pense que c'est quelque chose, c'est une valeur qui se perd, malheureusement, avec un repli sur soi. Alors, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas dramatiser, mais je pense que c'est effectivement une des difficultés de notre époque. Et donc, je dirais que c'est ce qui m'a amené, tout au long de mon parcours, à exercer les fonctions successives que j'ai été amené à exercer. Je n'étais absolument pas prédestiné à devenir ni professeur, ni doyen de faculté, ni recteur, ni a fortiori député fédéral aujourd'hui. Tout ça sont des événements de la vie qui m'ont amené à exercer ces fonctions. À l'université, j'ai été assistant, comme beaucoup. Et puis un jour, on m'a demandé si je voulais pas devenir prof. Et puis un jour, mes collègues m'ont dit il faudrait que tu sois doyen. Et puis un jour, mes collègues m'ont dit il faudrait que tu sois recteur. Franchement, je n'y pensais pas en me rasant le matin, ni à l'une ni à l'autre de ces fonctions. Voilà. Donc, je pense que ce qui me motive, c'est effectivement une volonté de rencontrer un intérêt général, alors sans doute dans l'intérêt de la population étudiante dans une fonction antérieure et de l'ensemble de la société dans une fonction actuelle. Et donc cette motivation par l'intérêt général, c'est ça qui vous a motivé à vous engager politiquement par la suite, j'imagine ? Oui, ce qui m'a amené à m'engager ou à accepter de m'engager en politique, donc du temps de mes fonctions à l'université, je me suis toujours imposé une neutralité politique parce que j'étais, comme recteur, amené à traiter avec des ministres différents, émanant de formations politiques différentes. Alors je pouvais évidemment avoir des convictions, mais mes convictions ne sont pas nécessairement celles de l'université, donc il faut faire le départ entre les deux. Au-delà de ça, effectivement, moi, le constat que j'ai dressé, c'est que au niveau des étudiants, alors je pense que le Covid y est pour quelque chose, mais que ce n'est pas la seule explication, mais les étudiants s'orientaient de plus en plus vers une perception d'assistanat. Alors, je ne veux pas généraliser, je ne veux pas dramatiser, mais il me paraît que, en tout cas, entre le début de mon activité à l'université et la fin de mon rectorat, donc il y a quand même une trentaine d'années, qu'il y a une évolution majeure. Il y a évidemment un accès extrêmement démocratique à l'université. Ça, c'est un élément majeur de notre formation supérieure en Belgique. Mais il y a eu un peu, me semble-t-il, une évolution vers le diplôme n'est plus quelque chose qu'on va chercher, c'est quelque chose qu'on reçoit après avoir usé ses fonds de culotte pendant un certain temps sur les bancs de l'université. Non, le diplôme, d'abord, s'il veut garder une valeur, doit être la consécration d'un parcours étudiant. Et donc, je trouve que, moi, c'est ce qui m'a amené à réagir et à m'engager politiquement pour considérer que c'est là que ça se passe. Parce qu'effectivement, que si les jeunes, alors à l'école, avant l'université, à l'école, ne se retroussent pas un peu les manches et ne dressent pas le constat que la vraie vie, c'est effectivement se battre et que la vie est faite de réussite et d'échecs, et tant mieux pour les uns et les autres peuvent servir de leçon ou d'inspiration.
Mais donc je pense que ça, c'est un élément important dans mon parcours et dans le fait que j'ai accepté de me lancer en politique. Pour continuer sur cette notion d'assistanat dont vous venez de parler, est-ce que ça s'est répercuté aussi sur l'engagement des étudiants? Comment est-ce que vous le perceviez quand vous étiez recteur? Non, donc, là, je n'ai pas une vision pessimiste de l'engagement étudiant. Je pense que l'engagement étudiant reste important et que la mobilisation étudiante est importante. Donc là-dessus, je suis plutôt positif. Et en tout cas, tout au long de mes fonctions rectorales, j'ai toujours été confronté à des représentants étudiants qui étaient motivés. Alors, comme partout, il n'est pas toujours facile de trouver des représentants étudiants. C'est pas toujours facile de trouver non plus un recteur d'université parce que tout le monde n'a pas envie de consacrer 70 ou 80 heures semaine au bénéfice d'une institution. Mais donc, sur l'engagement étudiant dans les organisations représentatives des étudiants, là-dessus, je suis plutôt positif. Et est-ce que vous trouvez que cet engagement, il a évolué au fil des années ou est-ce qu'il a même été impacté par la crise Covid ou alors l'engagement reste plus ou moins constant au fil du La temps? crise Covid a évidemment été un moment plus compliqué en termes d'engagement étudiant comme dans des tas d'autres secteurs. Donc ça c'est clair. La réduction des relations sociales liées à la période Covid a évidemment eu des conséquences sur l'engagement étudiant et sur la mobilisation des étudiants pour avoir une activité à l'université qui soit aussi une activité autre que purement académique. Donc c'est clair que ça a eu une incidence majeure. Mais bon, voilà, je pense qu'avec l'équipe, en tout cas dans ce qui me concerne, avec l'équipe représentative des étudiants de l'époque, nous avons trouvé des modus vivendi, tant au niveau de l'enseignement qu'au niveau de certaines activités extra-académiques lorsqu'elles étaient dans des périodes tolérées. Et trouvez-vous que l'université forme-t-elle encore les étudiants à s'impliquer dans la vie publique? Oui, ça je crois. Alors évidemment, je viens d'une université de sciences humaines qui, par hypothèse, est sans doute plus motivée par rapport à la vie publique et par rapport à la vie en société, ce qui ne disqualifie absolument pas les autres secteurs de l'enseignement. Mais clairement, je pense que la motivation reste importante dans le chef des étudiants. Et est-ce que votre expérience académique influence-t-elle votre manière de faire de la politique aujourd'hui? Oui, ça je le crois ou je l'espère ou je le crains, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais donc on ne se refait pas. Et donc on a un parcours, on a une identité, on a des valeurs et c'est difficile de faire fi de tous ces éléments-là lorsqu'on a un engagement politique. Moi, j'avoue que je suis plutôt un juriste de formation et que ce qui m'intéresse, et c'est une de mes motivations, c'est d'essayer de contribuer à avoir un droit de meilleure qualité qu'il ne l'est sans doute dans un certain nombre de situations. Et donc, je suis heureux de participer à la confection de dispositions légales de qualité, particulièrement dans les matières que j'ai enseignées, que je connais un peu. Donc, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc ça, je crois il y a une continuité ou il y a une influence qui est certaine. Et lors de vos débuts en politique, quels aspects de son fonctionnement vous ont déstabilisé par rapport à votre expérience dans l'enseignement? Alors, déstabiliser, le terme est sans doute un peu fort. En tout cas, étonné, voire déçu, si je peux utiliser le terme, sans que je ne sois pour autant déprimé par cela, c'est évidemment l'inefficacité du monde politique, avec une tension entre, dans un certain nombre de situations, des situations d'urgence où il faut légiférer, je dirais, tête baissée, en fonçant sur les dispositions légales et en leur faisant suivre un parcours législatif que je n'hésiterai pas à qualifier de précipité. Et d'un autre côté, un rythme anormalement, à mes yeux en tout cas, lent, pour aboutir dans des législations qualitatives sur des sujets de fond qui ne sont pas des sujets ou qui sont des sujets peut-être moins sensibles politiquement par rapport à une vision d'un gouvernement à un moment donné. Et est-ce qu'il y a eu un moment précis ou particulier où vous vous êtes dit que ça ne fonctionnait pas du tout comme vous l'imaginiez? C'est-à-dire qu'au cours des semaines ou des mois écoulés, on a quand même eu des séances nocturnes que je considère comme absolument invraisemblables,
Alors j'ai l'âge de mes artères et effectivement, moi quand je passe une nuit au Parlement, le lendemain je suis un peu moins efficace et je suis un peu moins bon. On peut faire ça à 25 ans, voire même à 35. Mais évidemment, une fois qu'on en a 66, on subit un peu plus le coup de la fatigue. Mais bon, soit, ça n'empêche pas de continuer à travailler le lendemain. Mais donc ces séances nocturnes où, pour le dire clairement, un certain nombre de parlementaires sont plutôt heureux de s'écouter parler que de contribuer à une amélioration de la législation en question. Alors, la variété des opinions est évidemment pleinement respectable. Que tout le monde dise ce qu'il pense d'un projet ou d'une proposition de loi, c'est très bien. Mais faut-il que cela s'étale sur des heures, parfois pour certains intervenants, alors que, voilà, il me semble que dans un temps raccourci, il y a moyen de dire le bien ou le mal qu'on pense d'un projet ou d'une proposition de loi. Donc oui, là, je pense que c'est vraiment décevant et je ne comprends pas, à titre personnel, mais bon, je n'ai évidemment aucune expérience en politique puisque ça ne fait que quelques mois que j'y suis. Mais donc je ne comprends pas que les acteurs politiques fonctionnent dans ce schéma-là. Et quand on voit ce schéma, qu'est-ce que la politique pourrait apprendre du monde académique selon vous ? Le monde académique peut aussi être un monde compliqué et parfois inefficace. Donc je veux dire, soyons clairs, le monde de l'enseignement en général est un monde quand même très réticent au changement. Parce que, alors, tout enseignement confondu à mes yeux, mais donc effectivement, le monde académique a aussi ses facettes, donc je ne veux pas l'idéaliser par rapport au monde politique, mais je pense que dans certains cas, effectivement, le sérieux d'un travail de fond qui existe dans un certain nombre de situations à l'université mériterait d'être un tout petit peu copié au niveau du monde politique. Pour continuer sur la lenteur, voire sur la déception que vous avez pu avoir de ce fonctionnement, j'ai vu dans un article publié le 8 juin 2025 par la Libre Belgique que vous vous étiez exprimé en disant être parfois effrayé par le manque d'efficacité du travail parlementaire. Pourquoi avoir choisi vraiment ce terme effrayé, parce que c'est quand même assez fort ? C'est au lendemain d'un épisode que j'avais vécu en commission de la justice à la Chambre, où nous avions une proposition de loi qui avait pour objectif de donner le droit d'agir en justice aux associations protectrices des animaux. Donc il y avait une possibilité, enfin c'était l'objet de la proposition, d'obtenir, de se constituer partie civile et donc d'initier une procédure pénale à charge, je dirais, des sujets maltraitants à l'égard des animaux. Et donc, sous le fond, cette proposition a fait l'objet d'un examen extrêmement sérieux, c'est-à-dire que la commission a recueilli des avis, comme on le fait dans de très nombreuses situations, et notamment dans les avis, l'avis du Collège des procureurs généraux qui sont chargés des poursuites en cas d'infraction à la législation sur le bien-être animal. Et les procureurs généraux étaient venus nous expliquer qu'il ne fallait surtout pas légiférer comme la proposition le suggérait, parce qu'ils avaient déjà cette thématique dans leur focus et que dans les parquets généraux du pays, il y avait une prise en compte de ces situations-là et ils nous avaient présenté un certain nombre de chiffres de manière à établir qu'il y avait plus de dossiers entrants, qu'il y avait plus de dossiers traités, qu'il y avait plus de dossiers qui aboutissaient. Bon, ce qui me paraissait assez convaincant sur le fait cette proposition n'est pas utile, n'est pas efficace. Alors elle est faite sous le coup de l'émotion, en vue de donner l'impression qu'on se soucie du bien-être animal plus que le voisin ou plus que le parti d'en face, mais ça n'avait pas beaucoup d'utilité sociétale. Et donc on a discuté pendant toute une journée sur chaque groupe venant expliquer ce qu'il allait faire par rapport à cette proposition de loi, pour aboutir en fin de journée à un vote qui était, j'allais dire, quasiment cousu d'avance, puisque la majorité parlementaire s'était accordée pour considérer qu'il ne fallait pas soutenir cette proposition de loi par rapport à certains partis de l'opposition qui l'ont soutenue. Donc voilà, moi, au lendemain de ça, je me dis, j'ai passé toute une journée, alors je ne suis pas le seul et je ne me plains pas de mon sort, mais toute une journée à discuter de quelque chose dont on sait pertinemment bien que ce qui va se passer en fin de séance, c'est qu'on va voter dans ce scénario-là ou dans ce schéma-là. Donc, fallait-il
que chaque parti puisse tartiner de manière parfois un peu longue pour exprimer son point de vue. Alors qu'il y ait des points de vue divergents, évidemment qu'ils doivent s'exprimer, c'est l'essence même de la vie parlementaire, donc je ne veux absolument pas porter atteinte à ça. Mais je trouve que la longueur et le verbiage utilisé dans certaines situations sont parfois un peu excessifs. Donc on voit que c'est un problème qui relève plutôt des pratiques de travail que des procédures sur le fond, finalement. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, ceci étant, on pourrait améliorer le règlement de fonctionnement de la Chambre. Enfin, voilà. On pourrait, par exemple, limiter le temps de parole. Mais évidemment que certains vont dire c'est une atteinte à la démocratie parce qu'on ne laisse pas chacun avec son opinion s'exprimer. Mais il ne me paraîtrait pas déraisonnable, mais je n'ai aucune expérience politique pour dire que c'est ça qu'il faut faire, mais il ne me paraîtrait pas déraisonnable de réfléchir à ce qu'on fixe un temps de parole maximal lorsqu'on veut s'exprimer par rapport à une proposition ou à un projet de loi. Ce temps pourrait même varier en fonction de l'ampleur de la proposition ou du projet de loi, parce qu'il y a des propositions de loi qui font 4 articles, et il y a des projets ou des propositions qui en font 350, donc sans doute qu'on a plus de choses à dire dans la deuxième situation que dans la première. Mais donc, pourquoi ne pas réfléchir à une évolution de ce type-là ? Deuxième évolution, ce sont les questions orales que l'on pose aux ministres en charge d'un département. Donc les parlementaires ont la possibilité de poser des questions en commission aux ministres qui sont en charge d'un département. Et on assiste parfois à une avalanche de questions. Alors parfois le sujet le justifie, je n'en disconviens absolument pas. Mais on a des parlementaires qui parviennent à déposer 20-25 questions sur la même séance de commission. Alors évidemment, ils sont aidés par un collaborateur qui peut les aider dans la rédaction des questions orales. Mais est-ce vraiment ça qui assure le fonctionnement de la démocratie dans une société ? Est-ce que c'est pas une manière pour certains parlementaires d'avoir un bon score et d'avoir la presse qui leur dit en fin d'année vous avez bien travaillé parce que vous avez posé beaucoup de questions qui en fait peut-être ne servent à rien et n'ont pas du tout fait évoluer le schmilblick, n'ont pas amené le ou la ministre à s'interroger sur tel ou tel projet ou sur telle et telle évolution dans le département qu'il concerne. Donc je pense qu'on pourrait dire à un parlementaire, vous avez droit à un maximum X questions. Alors est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 10 ? Je n'en sais rien, c'est pas moi qui dois décider de ça. Par séance de commission, ce qui pourrait peut-être limiter. Derrière toutes ces questions, il y a un travail colossal dans les cabinets ministériels et dans les administrations pour fournir des réponses à toutes ces questions. Donc quand vous avez une séance de questions de 125 questions, je n'ose imaginer le temps que les collaborateurs du ou de la ministre ont dû passer à rédiger des réponses à des questions dont parfois l'utilité peut paraître relative. C'est ça, parce que bien souvent, en tout cas, pour ma part, j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux que certains parlementaires, à certains moments de l'année, justement, faisaient une publication en mentionnant le nombre de questions qu'ils avaient posées, je ne sais pas si c'est en commission ou en séance plénière, enfin, que sais-je, pour justement montrer que ils travaillent soi-disant beaucoup, alors que peut-être les questions n'ont pas forcément d'utilité. Non, mais c'est clair qu'il y a... C'est peut-être juste un coup de com' aussi. Bien sûr, évidemment, c'est un coup de com' pour un certain nombre, parce que c'est une manière de dire, regardez comme j'ai bien travaillé, et alors ils retournent dans leur circonscription en disant, regardez toutes les questions que j'ai posées en lien avec la circonscription en question. Il y a un souci qui se pose à la prison de Morcelles, on va poser une question à la ministre de la Justice sur l'émeute ou la situation conflictuelle qu'il y a. Comme ça, on peut rentrer à Morcelles en disant « Mais regardez, moi je m'occupe de Morcelles et de tout ce qui tourne autour. » Donc ça, je trouve vraiment assez absurde et je considère que la presse a une part de responsabilité là-dedans puisque la presse se fait le relais annuellement du nombre de questions déposées par les parlementaires et distribue des bons et des mauvais points uniquement en fonction du nombre de questions qui ont été posées. Non, il faut prendre un peu de distance par rapport à ce nombre de questions. Parfois, il y a des questions pertinentes et d'autres qui le sont un peu moins. Quand on constate tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment facile de faire avancer les choses en politique ? Parce qu'on ne dirait pas. Non, c'est lent.
c'est très lent. Le parlementaire, il représente pas grand-chose dans un fonctionnement de la vie politique. D'abord, il a un certain nombre de contraintes auxquelles il doit faire face. Ensuite, même s'il a une bonne idée, le temps que cette bonne idée aboutisse, mais souvent, il s'écoule un temps assez invraisemblable. Moi, je suis comme ça en contact avec des acteurs judiciaires, pour la majeure partie, puisque je fais partie de la commission de la justice, qui me disent, tiens, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour améliorer telle ou telle législation, telle ou telle modalité de fonctionnement d'une juridiction, telle ou telle disposition. Et donc ça, c'est ce qui, moi, m'intéresse, parce que c'est un service que l'on rend aux acteurs judiciaires et donc au fonctionnement de la société dans son ensemble, me semble-t-il. C'est un exemple, hein. Et donc, je suis à l'écoute, mais je suis effrayé pour certaines propositions qui sont parfois purement techniques, qui changent l'une ou l'autre mot dans une disposition légale de manière à ce que ce soit plus efficace, plus simple et plus compréhensible par tout le monde. Je suis effrayé du temps qu'il faut. Alors, sans doute est-il bon qu'un certain temps s'écoule parce que ça permet une réflexion dans une certaine durée, mais parfois c'est anormalement long, me semble-t-il. Et comment est-ce que vous percevez aujourd'hui le fameux compromis à la belge ? Reste-t-il une force ou au contraire a-t-il atteint ses limites ? Non, ça je crois que ça reste une marque de fabrique, je dirais, de la vie politique belge. Enfin, moi, je découvre cela dans mes fonctions actuelles, mais il y a une capacité et une volonté de continuer à se parler, de continuer à trouver des solutions. Donc, je dirais, entre parlementaires, il n'est pas rare qu'on discute avec des parlementaires d'autres partis de tout sujet, que ce soit l'objet d'une proposition de loi, que ce soit une pratique de la Chambre, que ce soit, peu importe. Et donc, il y a moyen de s'entendre et il y a une bonne composition, une bonne collaboration. Et ça, c'est plutôt, je trouve, une surprise positive du fonctionnement de la vie parlementaire et de la vie de député. C'est effectivement la possibilité de s'entendre et de discuter avec des parlementaires qui n'émanent pas nécessairement de la même formation politique. Alors, c'est déjà bien de s'entendre avec ceux qui font partie de sa formation politique parce qu'il peut aussi y avoir des divergences de vues, mais aussi s'entendre et pouvoir discuter avec d'autres de manière à faire avancer collégialement ou collectivement certains projets, pourquoi pas. Mais quand on voit le nombre de parlementaires qui parfois monopolisent la parole ou posent des questions presque inutiles, est-ce qu'on peut, selon vous, parler d'une forme d'évitement de la décision, voire d'une dilution de responsabilité, dans le sens où ils essayent un peu de noyer le poisson parfois pour éviter de devoir se prononcer tout de suite sur certains sujets ? Je pense que le gros problème actuel de la vie parlementaire, c'est qu'on est passé de ce qui était dans le passé plutôt des débats d'idées et des débats de fond, à aujourd'hui ce que je qualifierais volontiers de combat de com'. Et donc je pense que ça pollue le travail parlementaire, la vie parlementaire, parce qu'un certain nombre ont pour, je dirais, point d'attention majeur le fait qu'on parle d'eux, qu'on dise du bien ou du mal de moi, je dirais, je m'en fous. Du moment qu'on parle de moi, je suis content. Enfin, donc, ça pourrait être la stratégie d'un certain nombre. Et donc, à cet égard-là, je pense que là, il y a un vrai souci en termes de fonctionnement. Alors, bien sûr que les parlementaires des partis ne sont pas les seuls responsables, ne sont pas nécessairement les responsables de ça, puisque, évidemment, que ça dépend des réseaux sociaux, des médias et de l'évolution de la société au niveau de la communication. Mais moi, je suis surpris quand j'étais étudiant ou assistant, quand j'allais lire les travaux parlementaires sur un sujet, j'avais l'impression d'ouvrir, je ne sais pas s'il faut dire la Bible, mais vraiment un travail de fond où on avait un débat d'idées qui s'exprimait entre des partis différents ou des parlementaires de partis différents. Je ne suis pas certain qu'on ait encore cette qualité dans les travaux parlementaires aujourd'hui, parce que certains en font plutôt un combat de com' que l'objet d'un débat d'idées. Et au regard de votre parcours, que manque-t-il le plus aujourd'hui au fonctionnement politique ? Je dirais un peu d'humilité, sans doute, et un peu de rationalité dans son fonctionnement. Ça pourrait être des facteurs qui contribuent à quand même restaurer
la perception que le public peut avoir du monde politique. Enfin, soyons lucides, il est clair que le monde politique ne gagne pas ou ne monte pas dans les scores en termes de réception par le public de ce qu'il fait, de ce qu'il assume, de ce qu'il porte. Et je crois que ce n'est pas nécessairement lié au fond des projets qui sont portés. Et je pense qu'une part importante, à mes yeux, de ce désamour à l'égard du monde politique repose sans doute sur la stratégie de com ou le mode de fonctionnement des intéressés. Oui, parce qu'on voit que les gens sont de plus en plus sceptiques face aux décisions politiques qui sont parfois prises. Donc selon vous, quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre possibles pour améliorer les choses de l'intérieur dans un système qui est devenu très, voire même trop complexe sur certains aspects? Oui, donc ne parlons pas du fonctionnement institutionnel qui, lui, est évidemment totalement incompréhensible pour le commun des mortels ou le commun des citoyens. Donc ça, je pense que là-dessus, un nettoyage s'impose ou une mise à plat d'un certain nombre de mécanismes s'impose. Ça, j'en suis intimement convaincu. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour... je pense qu'il y a un travail de pédagogie de fond. Il faut reconnaître que les médias ne nous aident pas à cet égard-là, puisque les formats d'intervention sont extrêmement courts. On vit dans une société de l'immédiateté, de l'urgence, et donc tout ce qui dépasse 2 minutes n'intéresse plus personne, éventuellement. Donc je pense qu'il y a là une prise en charge collective. Ça ne suffira pas que le monde politique tente d'être plus pédagogue. Il faudra aussi qu'on ait la contribution d'autres acteurs. Et si vous pouviez changer une seule chose dès demain pour que le système fonctionne mieux, laquelle serait-ce ? Ça, c'est une question difficile. Qu'est-ce qu'on peut changer ? Moi, je pense que sans doute au niveau du travail parlementaire, avoir certains aménagements en termes des travaux en commission, tels que ceux que j'ai évoqués, avec une limitation de temps de parole, avec une limitation du nombre de questions. Je pense que ça pourrait contribuer à une amélioration. Je pense que le public ne s'intéresse pas aux questions qui sont posées en commission, sauf ceux qui sont directement concernés. Je pense que le public n'a pas la capacité et la volonté de suivre des débats qui sont parfois longs et peu structurés, peu intéressants. Et au début de notre discussion, vous me disiez que vous étiez vraiment animé par l'intérêt général et que c'est ça qui vous motivait au quotidien. Mais quand on voit toutes les difficultés, si on peut dire ça, qui traversent le monde politique, est-ce que c'est ça qui continue vraiment à vous motiver sur cette voie tous les jours ou est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus profond derrière ? Mais oui, donc moi j'ai un profil complètement atypique, c'est-à-dire que j'ai débarqué en politique sur le tard et bon, j'ai 66 ans, j'ai pas l'intention d'être encore parlementaire à 85 ou à 90, donc je ne suis pas du tout convaincu que j'irai au-delà de cette législature-ci, dans laquelle j'ai d'ailleurs atterri par hasard, puisque Valérie Glatini est devenue ministre, et c'est ça qui a fait que je suis devenu député. Donc moi j'ai un profil différent de tous mes collègues, tous partis confondus, ou d'un grand nombre de mes collègues, tous partis confondus. Je n'ai pas pour objectif premier, en tout cas, d'être réélu. Et donc je peux m'autoriser sans doute des prises de parole ou des expressions que d'autres ne se permettront pas parce que effectivement cela pourrait impacter potentiellement leur réélection. Donc je pense que c'est une des difficultés du mode de fonctionnement parlementaire, et David Van Reybrouck dénonce ça dans son ouvrage intitulé « Contre les élections », c'est qu'un parlementaire élu, quel qu'il soit, quelle que soit sa formation politique, il a pour objectif, une fois qu'il est élu, d'essayer d'être réélu à l'échéance électorale suivante. Et ça a une incidence, alors je ne dis pas qu'elle est catastrophique, mais ça a une incidence sur son mode de fonctionnement durant une législature, ce qui est peut-être une difficulté, mais très honnêtement, je ne vois pas comment sortir de cette difficulté-là. Et pour conclure, que diriez-vous à nos auditeurs sur l'importance de l'engagement citoyen aujourd'hui ? Ça, je crois que
Je ne sais plus qui a dit que si tous les dégoûtés s'en vont, il n'y aura plus que les dégoûtants. Donc je pense que ça, c'est un élément majeur. Et moi, c'est ça qui m'a amené à un moment donné à me dire, alors, je ne sais pas si je suis un dégoûté, un dégoûtant, mais donc je pense que c'est ce qui m'a amené effectivement à me dire, s'il n'y a jamais personne qui retrousse ses manches et mouille son maillot pour rentrer dans l'arène politique venant d'un monde totalement extérieur, c'est facile de continuer à critiquer en disant que les politiques sont tous des pourris ou tous des gens qui pensent d'abord à eux et pas au fonctionnement de la société. Mais à un moment donné, il y a une solution. Alors je ne dis pas qu'elle est magique et qu'elle est radicale, mais il y a une solution, c'est d'essayer de retrousser ses manches et de monter dans l'arène ou d'entrer dans l'arène pour apporter sa quote-part. Alors, c'est modeste, donc il faut rester très humble à cet égard-là. Je ne vais pas tout seul révolutionner la vie parlementaire, le fonctionnement du Parlement, mais j'essaye d'apporter ma pierre là où je suis présent, notamment en commission de la justice. Merci beaucoup, Monsieur Jadoul. Ça a été un plaisir de vous recevoir pour ce 6e épisode du Bluecast. À tous ceux et celles qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de la Fédération des étudiants libéraux et à nous donner votre avis. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode du Bluecast. Salut, salut!